Ma femme a menti au sujet d'un séjour entre copines. Elle est partie avec un autre homme pour avoir son enfant. Aujourd'hui, elle est revenue en suppliant, mais je lui ai offert la conclusion qu'elle méritait. Nous étions ensemble depuis 4 bonnes années, mariés pendant toute cette période. Honnêtement, je pensais que nous avions construit quelque chose de solide. Nous avions des projets, une vie toute entière tracée devant nous, et dans l'ensemble, je croyais vraiment que nous étions sur la même longueur d'onde. Nous voulions des enfants, ou du moins je croyais que nous en voulions tous les deux. Juste après notre mariage, nous avons commencé à en parler sérieusement. Elle disait toujours qu'elle voulait 2 ou 3 enfants. Elle passait son temps à imaginer les prénoms que nous leur donnerions, à discuter de la manière dont nous décorerions leur chambre, tout cela. Elle passait des heures sur Internet à regarder des vêtements de bébé, des accessoires, en planifiant cette vie avec nos futurs enfants. C'était un sujet qui nous rapprochait, une sorte de petit rituel partagé, et cela renforçait notre complicité. Nous étions enthousiastes, prêts à entamer ensemble ce nouveau chapitre. Tout semblait parfait. Mais une nouvelle terrible nous a frappés de plein fouet. Après quelques mois à essayer de concevoir un enfant, nous avons consulté un médecin pour comprendre ce qui se passait. Pour faire court, c'était moi le problème. Mon taux était bien trop bas, et le médecin nous a dit franchement que nos chances d'avoir un enfant naturellement étaient proches de 0. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue. Je me suis senti inutile, vidé. Tous ces projets que nous avions construits se sont effondrés d'un coup. La nouvelle m'a bouleversé, profondément. Pendant un temps, j'ai sombré. La thérapie m'a aidé plus tard, mais au départ, j'étais au plus bas. Elle, au début, s'est montrée plutôt compréhensive. Elle disait que cela ne changeait rien, qu'elle serait heureuse rien qu'avec nous deux. Mais même à ce moment-là, quelque chose sonnait faux. Elle avait abandonné cette idée bien trop vite. 1 minute plus tôt, elle rêvait d'une famille, et la suivante, elle affirmait qu'elle n'avait pas besoin d'enfants pour être heureuse. Je comprends que les gens puissent changer d'avis, bien sûr, mais toute son attitude me semblait étrange. Elle était passée de discussions enjouées sur les prénoms à une sorte d'évitement total dès qu'il était question d'enfants. Et ce n'était pas tout. C'est comme si elle commençait à me voir autrement aussi. Du jour au lendemain, elle lançait de petites remarques, des choses qu'elle ne m'avait jamais dites auparavant. Des commentaires sur le fait que je ne prenais pas soin de moi, que je devrais peut-être me remettre en forme ou être plus actif à la maison. Oui, j'avais peut-être pris quelques kilos, mais j'avais l'impression qu'elle cherchait surtout des raisons pour me reprocher des choses. Quand je l'ai interrogée sur ce changement soudain d'attitude, elle a balayé ça d'un revers de main. Elle me disait que j'imaginais tout, que j'étais trop sensible. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. La femme que j'avais épousée, celle qui passait des heures à parler de notre avenir, n'était plus la même. Elle n'était pas méchante, non, mais une sorte de froideur s'était installée, comme si, mentalement, elle était déjà partie et ne faisait que suivre les gestes. Avec le temps, j'ai fini par la croire quand elle répétait que tout allait bien. Je ne voulais pas paraître insécure ou dépendant, alors j'ai cessé d'insister. Et les années ont passé. Nous vivions au jour le jour, enfermés dans une routine où nous ne parlions plus de rien d'essentiel. C'était comme si nous étions devenus de simples colocataires plutôt qu'un vrai couple. J'ai tenté d'aborder d'autres options, comme l'adoption ou la gestation pour autrui, mais elle rejetait tout, à chaque fois. Elle disait qu'elle ne voulait pas y penser, que cela lui suffisait d'être avec moi. Mais je n'y ai jamais vraiment cru. C'était comme si elle essayait de se convaincre elle-même plus que de me convaincre, moi. Puis, sans prévenir, elle m'a annoncé qu'elle voulait partir en voyage entre amis. Ce n'était pas inhabituel. Elle avait déjà fait ce genre de séjour auparavant, et je l'avais toujours soutenue. Nous vivions à Brighton, au sud de l'Angleterre, et elle parlait depuis un moment de son envie de voyager aux États-Unis avec ses copines. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Nous avions bâti cette confiance au fil des années. Je l'ai même aidée à faire sa valise, m'assurant qu'elle n'oublie rien, et je l'ai accompagnée jusqu'à l'aéroport. Je me souviens encore de la dernière chose qu'elle m'a dite avant de partir. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Merci d'être si compréhensif ». J'ai trouvé ça un peu étrange. Ce n'était pas comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. Mais elle avait l'air sincère, alors j'ai mis ça sur le compte de la reconnaissance. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pour l'appeler une fois qu'elle aurait atterri, juste pour m'assurer que tout s'était bien passé. Son vol devait durer environ 9 heures. Je me suis occupé à la maison, j'ai regardé la télévision, jeté des coups d'œil à l'horloge, attendant son message m'indiquant qu'elle avait bien atterri. Une fois que j'ai vu que son vol avait atterri, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Le téléphone a sonné, longtemps, sans réponse.
J'ai pensé qu'elle était fatiguée, qu'elle était peut-être allée directement à l'hôtel pour se reposer, donc je ne me suis pas trop inquiété. Mais le matin est arrivé, et je n'avais toujours aucune nouvelle. Une inquiétude sourde a commencé à me ronger. J'ai essayé de la rappeler, j'ai envoyé quelques messages, pensant qu'elle était peut-être occupée ou que son téléphone était en mode silencieux. Mais après plusieurs heures de silence total, j'étais officiellement en train de paniquer. J'ai fini par appeler sa sœur pour voir si elle avait eu des nouvelles. Rien. À ce stade, j'étais réellement en train de paniquer. J'en suis même venu à appeler ses amies, celles qui étaient censées être en voyage avec elle, pensant qu'il y avait peut-être eu un souci avec son téléphone ou qu'elle n'avait tout simplement pas encore eu le temps de me donner des nouvelles. Mais lorsque je les ai appelées, elles étaient aussi surprises que moi, car elles n'étaient pas en voyage avec elle. Elles étaient à 2 pâtés de maison de là, chez elles, en train de prendre un café. C'est là que la vérité m'a frappé de plein fouet. Elle n'était pas en séjour entre copines. Elle n'était pas avec des amis. Elle n'était partie nulle part avec personne. Elle avait simplement disparu. Je suis resté là, le téléphone à la main, avec l'impression que mon estomac s'effondrait. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi me mentir ainsi? Pourquoi partir sans même m'en parler? J'ai essayé de me convaincre qu'il y avait peut-être une explication, qu'elle avait raté une correspondance ou qu'il y avait eu une urgence qui l'empêchait de m'appeler. Mais au fond de moi, je savais que tout avait été planifié. Le prétendu voyage entre filles, le fait qu'elle m'ait remercié d'être si compréhensif, tout faisait partie d'un plan qu'elle avait conçu dans sa tête. Je ne savais plus quoi faire. J'avais l'impression de vivre un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Ce n'était plus la femme que j'avais épousée. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais même pas. Peu à peu, tous les éléments se sont mis en place. Sa froideur, le fait qu'elle évitait de parler de notre avenir, ses petites piques sur mon apparence et ma santé. Elle s'éloignait depuis longtemps déjà, et je ne l'avais pas vue. Ou peut-être que je n'avais pas voulu le voir. Ce soir-là, je suis resté assis, à fixer mon téléphone, espérant un message, un appel, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Et au fond de moi, je savais que rien ne viendrait. Le lendemain matin, je me souviens être resté allongé, à fixer le plafond, en espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais son côté du lit était vide. Et la réalité m'a frappé de plein fouet. Elle était vraiment partie. Elle avait fait ses valises et s'était volatilisée. Toutes les excuses que je m'étais répétées la veille, qu'elle avait peut-être été retardée, ou que son téléphone était hors service, ne tenaient plus debout. Il était évident qu'elle avait planifié tout cela et qu'elle voulait partir. Les premiers jours, j'étais dans un déni total. J'appelais sans cesse son téléphone, espérant entendre sa voix à l'autre bout du fil, obtenir une explication. Je laissais même des messages. La plupart du temps, je ne savais pas quoi dire, mais je continuais à en laisser, espérant que quelque chose la toucherait. Mais tout ce que je recevais, c'était le silence. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses encore pires. J'étais laissé seul face à mes interrogations, sans aucun indice sur ce qui avait mal tourné, comme si j'avais toujours été un étranger pour elle. Au début, sa famille était aussi choquée que moi. Sa mère ne savait rien de ses plans, et elle n'avait pas eu de nouvelles non plus. J'ai fini par aller chez eux, encore et encore, bien plus de fois que je ne saurais le dire, pour parler avec sa mère, chercher des réponses. Je crois qu'ils avaient de la peine pour moi. Sa mère me laissait parfois dormir là, m'apportait même des repas les soirs où je n'avais plus la force de cuisiner. Elle m'écoutait parler, raconter tous ces petits détails qui n'avaient plus de sens, pendant que j'essayais de comprendre comment ma vie avait pu exploser sans le moindre avertissement. Et pour être honnête, il y avait des soirs où je ne disais rien du tout. Je restais là, en silence, trop engourdi pour parler. Je passais d'un extrême à l'autre, entre colère, tristesse et culpabilité. Je n'arrêtais pas de me demander ce que j'avais mal fait. Est-ce que j'avais raté un signe? Est-ce que je ne lui avais pas accordé assez d'attention? Il y avait des jours où je repassais en boucle toutes nos conversations, toutes nos disputes, essayant de comprendre ce qui l'avait poussé à partir. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner. J'essayais de trouver ce que j'aurais pu faire pour sauver notre mariage, ce que j'aurais dû faire autrement. Je sais que cela peut paraître excessif, mais j'étais obsédé par l'idée de trouver une explication, comme si une réponse pouvait tout réparer. Je mangeais à peine, je dormais très peu, et mon travail en souffrait aussi. Les gens l'ont remarqué. Certains me demandaient si tout allait bien, et je haussais simplement les épaules en répondant que je traversais une période compliquée. J'avais honte d'admettre ce qui s'était passé, honte de dire à voix haute que ma femme m'avait quitté sans un mot. Finalement, j'ai fini par en parler à quelques amis proches.
Ils ont fait de leur mieux pour me changer les idées, m'emmenant sortir, essayant de m'aider à tourner la page. Mais même en leur compagnie, j'étais ailleurs, perdu dans mes pensées, à me demander où elle était, pourquoi je n'avais pas suffi à la retenir. L'un des aspects les plus durs, c'était les questions constantes des gens qui ne savaient pas. Les voisins, les amis de la famille, même d'anciens collègues qui avaient entendu dire que j'étais marié, me demandaient comment allait ma femme, ou comment se passait la vie de couple. À chaque fois, c'était comme arracher une croûte encore fraîche. Je n'avais pas le courage de leur dire qu'elle était partie. Alors je souriais et répondais que tout allait bien. Mais ce mensonge devenait de plus en plus lourd à porter. La seule chose qui m'a véritablement aidé, c'est la thérapie. Je n'y étais jamais allé auparavant, mais après plusieurs mois à peine capable de fonctionner, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer seul. J'ai donc trouvé un thérapeute et j'ai commencé à y aller chaque semaine. Parler à quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne la connaissait pas, qui ne me connaissait pas non plus, ni notre histoire compliquée, cela m'a aidé. Je vidais mon sac, je parlais de la colère, de la trahison, du vide qu'elle avait laissé dans ma vie. J'évoquais mes nuits sans sommeil, ces heures passées allongées à rejouer chaque moment encore et encore. Le thérapeute m'a aidé à comprendre qu'il n'y avait pas de moment magique, pas de geste ou de mots qui l'auraient empêché de partir. Elle avait pris la décision de me quitter. C'était son choix, pas ma faute. Et ça, c'était difficile à accepter. Pendant longtemps, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que j'avais, d'une manière ou d'une autre, causé son départ. Mais petit à petit, j'ai commencé à voir les choses autrement. Elle était distante et froide depuis bien longtemps, et je l'avais ignorée, espérant naïvement que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Je m'étais convaincu que je pouvais tenir notre couple à bout de bras, que mes efforts suffiraient à maintenir notre mariage en vie. C'était douloureux d'accepter que ce n'était pas le cas. Avec le temps, j'ai commencé à faire de petits pas pour reconstruire ma vie. J'avais perdu une grande partie de moi-même dans ce mariage, et je ne m'en étais rendu compte qu'après son départ. J'avais toujours été celui qui faisait des efforts, celui qui se donnait du mal pour qu'elle soit heureuse, pour que notre quotidien soit agréable. Mais maintenant, j'avais tout ce temps devant moi, et je ne savais pas quoi en faire. Alors j'ai repris d'anciens passe-temps que j'avais laissés de côté. Je suis retourné à la salle de sport. J'ai recommencé à lire les livres que je repoussais depuis des années. J'ai même essayé de nouvelles recettes en cuisine. Le travail a fini par aller mieux aussi. Au début, je faisais juste le strict minimum, j'étais à peine capable de suivre la cadence. Mais à mesure que je reprenais pied, que je me sentais plus moi-même, j'y mettais davantage d'énergie. C'était l'une des rares choses qui me donnait encore un sentiment d'accomplissement, de contrôle. J'avais toujours été bon dans ce que je faisais, mais maintenant, j'y mettais tout mon cœur. Les heures supplémentaires, la concentration, tout cela a fini par porter ses fruits, avec une promotion que je n'aurais jamais obtenue si j'étais resté à me lamenter. Cela dit, il y avait encore des jours où la douleur revenait. De temps en temps, je tombais sur quelque chose qui me rappelait son souvenir. Une photo, un vieux ticket de cinéma, de petites choses qui faisaient remonter des souvenirs que j'aurais préféré oublier. Je les regardais en me demandant ce qu'elle devenait, si elle pensait parfois à moi, si elle regrettait ce qu'elle avait fait. Mais ces instants devenaient de plus en plus rares. Chaque fois, je parvenais à ranger ces souvenirs un peu plus vite, à passer à autre chose un peu plus facilement. J'ai aussi renoué avec des amis que je n'avais presque plus vus depuis mon mariage. On a recommencé à sortir, à aller au golf, à faire des randonnées, toutes ces choses que je n'avais pas faites depuis des années. Cela faisait du bien d'avoir des gens autour de moi, des gens qui n'étaient pas mêlés à ce chaos, qui pouvaient m'aider à avancer sans me ramener constamment à la douleur. Avec le recul, je me rends compte que j'avais mis bien trop de moi-même dans cette relation, dans mon rôle de mari. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'elle avait emporté une partie de moi, comme si j'avais perdu une grande portion de mon identité. Mais morceau par morceau, je me suis retrouvé. Ce n'était ni facile ni rapide, mais j'y arrivais. À la fin de cette année-là, je pouvais enfin me regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui n'était plus défini par ce qu'elle avait fait. J'étais plus que l'homme dont la femme était partie. J'avais survécu, je m'étais reconstruit, et j'en étais ressorti plus fort. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir vraiment vivre ma vie, sans que son ombre plane encore au-dessus de moi. Et honnêtement, j'en étais fier. Je pensais avoir tout laissé derrière moi. Ma vie recommençait enfin à ressembler à quelque chose de normal, ou du moins aussi normal que possible après un tel chaos. J'avais retrouvé une routine, des amis pour me garder occupé, et le travail se passait vraiment bien. J'avais même arrêté de penser à elle tous les jours. Bien sûr, il m'arrivait encore d'avoir des souvenirs inattendus qui refaisaient surface,
mais ce n'était plus comme avant, où chaque seconde de ma vie semblait liée à elle. Alors, quand on a frappé à ma porte un samedi matin, elle était la dernière personne que je m'attendais à voir. Et pourtant, elle était là, sur le pas de ma porte, tenant un bébé dans ses bras. Je suis resté figé. Mon cerveau s'est arrêté une seconde, comme si je voyais un fantôme. Elle n'avait pas beaucoup changé, peut-être un peu fatiguée, mais c'était bien elle. Elle m'a lancé ce regard, comme si elle croyait sincèrement que j'allais être content de la voir. Et oui, ça m'a profondément secoué, parce que je pensais être passé à autre chose. Mais la revoir a réveillé en moi des émotions que je croyais pourtant avoir enterrées depuis longtemps. Je n'ai rien dit au début. Je suis juste resté là, à la regarder. Elle m'a souri, comme si de rien n'était. Et puis, sans aucune honte, elle m'a demandé, « Je peux entrer ?» Quel culot. Franchement. Après tout ce qu'elle avait fait, elle se présente ici, comme si j'étais censé l'accueillir à bras ouverts. Mais je suis resté calme. Je lui ai dit non, tu restes là où tu es et tu expliques. Je ne voulais pas qu'elle entre dans ma maison, pas qu'elle ramène tout ce chaos dans l'espace que j'avais reconstruit, le seul endroit que j'avais réussi à me réapproprier. Elle avait l'air un peu déstabilisée, mais elle est restée sur le pas de la porte et a plongé directement dans son histoire. Elle a commencé par dire « Je sais que cela peut être un choc, mais je voulais revenir pour tout expliquer. » Elle avait même cet air plein d'espoir sur le visage, comme si elle croyait sincèrement que je serais prêt à l'écouter. J'étais partagé entre l'envie de rire au nez et celle de lui claquer la porte, mais j'étais trop curieux. Je voulais savoir quelle excuse elle allait me donner, ce qu'elle avait inventé pour justifier sa disparition. Elle a continué, parlant du fait qu'elle avait fait une erreur en partant, qu'elle avait compris qu'elle avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, ce sont ses mots, pas les miens. Elle disait qu'elle avait beaucoup réfléchi et qu'après avoir eu ce bébé, elle comprenait enfin ce qui comptait vraiment dans la vie. Apparemment, ce qui comptait vraiment, c'était de se pointer sans prévenir à ma porte après m'avoir rayé de sa vie pendant des années. Et c'est à ce moment-là qu'elle a baissé les yeux vers le bébé et a dit « C'est notre seconde chance ». Je n'en croyais pas mes oreilles. Notre seconde chance, comme si cet enfant était censé être une sorte de bouton magique pour tout recommencer, comme si on allait simplement reprendre là où on s'était arrêté. J'ai essayé de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Elle a continué en disant qu'elle voulait qu'on soit une famille à nouveau, qu'elle avait fait une terrible erreur, mais que maintenant on pouvait repartir de zéro, juste nous trois, enfin. J'ai posé la seule question qui me rongeait depuis qu'elle s'était montrée à ma porte, « Pourquoi es-tu parti ?» J'ai gardé ma voix aussi calme que possible, mais je ne savais pas combien de temps encore j'allais pouvoir me contenir. J'avais passé des années à essayer de comprendre, à me torturer avec toutes les hypothèses possibles, et maintenant qu'elle était là, j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Elle a hésité, les yeux fixés sur ses pieds, comme si elle avait honte, mais elle a fini par me dire la vérité, ou du moins ce que je suppose être la vérité. Elle a admis qu'elle était partie parce qu'elle voulait un enfant, et que puisque je ne pouvais pas lui en donner, elle avait trouvé quelqu'un d'autre qui le pouvait. Elle l'a dit comme si ce n'était rien, comme si elle n'avait pas brisé ma vie, comme si j'étais censé simplement hocher la tête et accepter. Elle a expliqué que l'homme avec qui elle était partie n'était pas resté, mais qu'à ce moment-là, elle avait déjà eu le bébé et qu'elle avait réalisé qu'elle voulait revenir vers moi. Comme ça. Simple. J'ai pris une minute pour digérer ce qu'elle disait. Elle était là, devant moi, en train d'admettre qu'elle m'avait abandonné, qu'elle était partie avec un autre, qu'elle avait eu son enfant, et maintenant, elle s'attendait à ce que je sois d'accord avec ça, comme si je devais juste pardonner et oublier. Je lui ai dit donc tu es parti, tu as trouvé quelqu'un d'autre, tu as eu son enfant, et maintenant tu crois que tu peux revenir et faire comme si de rien n'était. Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une énorme erreur. Mais cela ne m'a absolument pas touché. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait compris que j'étais l'homme qu'elle aimait vraiment, que nous étions faits l'un pour l'autre. Honnêtement, j'avais du mal à garder mon sérieux. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle semblait déconnectée de la réalité. Ce n'était pas de l'amour, c'était du désespoir, et je le voyais dans ses yeux. Puis elle a essayé de me faire culpabiliser, parlant de combien il était difficile d'être mère célibataire, de tout ce qu'elle avait dû affronter seule. Elle essayait clairement de se faire passer pour la victime, comme si ses choix ne l'avaient pas menée exactement là où elle était. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon soutien, qu'elle était prête à faire les choses bien cette fois. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser mais pour qui me prend elle ? Je suis resté là à l'écouter, mais à ce moment-là, j'avais déjà cessé de prêter attention. Je lui ai dit clairement tu as fait ton choix il y a longtemps, et maintenant tu dois vivre avec. Il n'y aura pas de seconde chance. Elle avait l'air stupéfaite, comme si elle n'avait jamais envisagé que je puisse dire non,
comme si elle croyait vraiment qu'elle pouvait simplement revenir dans ma vie parce que ça l'arrangeait. Et puis, juste au moment où je pensais qu'elle allait enfin comprendre et partir, elle s'est mise en colère. Son ton a changé, elle a commencé à me hurler dessus, disant que j'étais égoïste, que je lui devais une chance de réparer les choses. Elle a dit que si elle l'avait voulu, elle aurait pu divorcer à l'époque et prendre la moitié de tout. Elle a même eu l'audace de parler de la maison, disant qu'elle devrait toujours lui appartenir. C'est comme si son vrai visage apparaissait enfin sous mes yeux, et j'ai ressenti un immense soulagement. Je voyais enfin qui elle était réellement. Je ne me suis pas disputé, je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai simplement regardée et j'ai dit c'est fini. Tu voulais une autre vie, maintenant tu l'as. Ce n'est plus ma responsabilité. Et sur ces mots, j'ai fermé la porte, coupant court à tout ce qu'elle aurait encore pu dire. Derrière la porte, je l'entendais crier, frapper, pleurer. Mais un calme étrange s'est emparé de moi. Elle pouvait hurler, supplier, faire ce qu'elle voulait, je savais que je ne la laisserais jamais revenir. La femme que j'avais aimée, celle que j'avais épousée, elle n'existait plus. À sa place se tenait une étrangère qui pensait pouvoir recoller les morceaux quand cela lui convenait. Je me suis éloigné de la porte et je me suis assis, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Après lui avoir claqué la porte au nez, je pensais que c'était terminé. Je me suis dit qu'elle comprendrait le message et partirait. Mais non. À la place, elle s'est mise à frapper contre la porte, à hurler toutes sortes de choses. Je n'en revenais pas de son culot. J'étais là, dans le seul endroit qui était à moi, le seul lieu que j'avais réussi à reconstruire après le chaos qu'elle m'avait laissé, et elle osait se tenir là, exigeant que je l'écoute. Au début, j'ai pensé à l'ignorer, à la laisser crier jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Mais ensuite, la curiosité l'a emportée. Je voulais savoir quelle excuse elle allait inventer cette fois. Alors j'ai entrouvert la porte, juste assez pour qu'elle voie que je l'écoutais, mais sans la laisser entrer. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. Probablement choquée que je ne réagisse pas comme elle l'avait espéré. Elle s'est lancée dans un long monologue, expliquant qu'elle était prête à me pardonner de lui avoir claqué la porte, qu'elle voulait repartir de zéro, comme si nous venions d'avoir une simple dispute, et non une trahison complète. Elle continuait à parler de tout ce qu'on pourrait reconstruire ensemble si nous faisions tous les deux des efforts. À ce moment-là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai ri. J'ai vraiment éclaté de rire, parce que le culot de cette femme dépassait tout ce que j'avais jamais vu. Elle a eu l'air furieuse en me voyant faire ça, comme si j'étais censé me sentir coupable de ne pas la prendre au sérieux. Je lui ai dit tu es parti, tu as eu ta chance, et tu as tout gâché. Je ne vais pas faire semblant que rien de tout cela n'a existé simplement parce que toi, tu en as envie. Son visage est devenu écarlate et elle a commencé à dire des choses du genre tu ne comprends pas à quel point ça a été dur pour moi. Elle continuait sur le fait qu'elle s'était sentie perdue après être partie, qu'elle avait compris trop tard qu'elle avait fait une erreur. Mais je ne la croyais pas. Je lui ai dit que partir avait été un choix, qu'elle l'avait planifié, qu'elle m'avait menti, et qu'elle avait suivi son plan jusqu'au bout. Son regret ne voulait plus rien dire désormais. Et c'est là qu'elle a craqué. Tout son ton a changé. Elle a abandonné son rôle de femme triste et pleine de remords, et elle s'est mise à me hurler dessus, disant que j'étais injuste, que je manquais de décence en refusant de lui donner une seconde chance. Elle a même eu le toupet de dire si j'avais voulu, j'aurais pu divorcer à l'époque et prendre la moitié de tout ce que tu possèdes. Je suis resté là, stupéfait. Cette femme, qui m'avait quitté sans un mot, pensait maintenant qu'elle méritait une forme de reconnaissance pour ne pas m'avoir ruiné financièrement, comme si je devais la remercier de ne pas avoir été encore plus cruelle. Je lui ai répondu alors quoi, je devrais être reconnaissant que tu m'aies juste abandonné sans emporter mes affaires en plus. Elle m'a fixé, le visage tordu entre la colère et autre chose, peut-être du désespoir, peut-être de la culpabilité. Mais honnêtement, à ce stade, je m'en fichais. J'en avais fini. Toutes ces années passées à me sentir coupable, à me remettre en question, à me demander si j'avais une part de responsabilité dans son départ, tout cela s'est évaporé à cet instant précis. Je l'ai enfin vue telle qu'elle était réellement, et c'était comme si le poids que je portais depuis si longtemps s'était enfin envolé. Mais elle n'en avait pas fini. Elle s'est mise à faire les 100 pas sur mon perron, à vociférer que je ne retrouverais jamais quelqu'un comme elle, que je regretterais de ne pas lui avoir donné une autre chance. Elle essayait vraiment de me faire croire que c'était moi qui perdais quelque chose en ne la reprenant pas. C'était absurde. Elle, la personne qui avait détruit tout ce que nous avions construit, jouait la carte de celle qu'on devrait supplier de rester. Et quand elle a compris que je ne céderais pas, elle s'est mise à crier encore plus fort. Elle s'est lancée dans un discours disant que c'était moi qui l'avais forcée à partir, que si j'avais été plus compréhensif à propos de l'histoire des enfants,
rien de tout cela ne serait arrivé. Apparemment, selon sa logique, mon incapacité à lui donner un enfant faisait de moi un mauvais mari, et cela justifiait qu'elle s'enfuit pour en avoir un avec un autre. L'acrobatie mentale était impressionnante. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire qu'elle essayait encore de rejeter la faute sur moi. Je lui ai dit clairement écoute, si tu voulais un enfant à ce point, tu pouvais simplement me dire la vérité. Tu n'avais pas besoin de me mentir en face, de faire semblant que tout allait bien pendant que tu préparais ta fuite. Elle n'a rien trouvé à répondre. Elle m'a juste regardé comme si je venais de la gifler. Mais je ne lui ai pas laissé l'occasion de reprendre la parole. J'ai continué, en lui disant tu as fait ce choix toute seule, et maintenant tu dois vivre avec. Ce n'est plus mon problème. Elle a tenté une dernière approche, reprenant son air triste, me demandant de penser à l'enfant, et disant que je n'étais pas juste en tournant le dos à ce petit. Elle tenait le bébé dans ses bras, et elle a vraiment essayé de s'en servir pour me faire culpabiliser, comme si c'était moi le méchant dans cette histoire. Mais je ne me suis pas laissé avoir. Je lui ai dit je ne connais pas cet enfant, je n'ai rien à voir avec lui. Il n'est pas le mien, et toi non plus. Et c'est tout. J'ai vu dans son regard que la réalité commençait enfin à la frapper. Elle comprenait que je ne changerais pas d'avis, qu'il n'y avait aucune chance pour qu'elle revienne dans ma vie. Je voyais sa colère s'éteindre, remplacée par autre chose, peut-être du vrai regret, ou peut-être simplement de la frustration. Mais peu m'importait. Pour moi, elle n'était plus qu'une étrangère qui avait essayé de me piétiner et s'attendait à ce que je lui sourie et la remercie. Elle est restée là quelques secondes de plus, comme si elle attendait que je change d'avis, que je la rappelle. Mais je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis resté immobile, à la regarder, jusqu'à ce qu'elle comprenne que je pensais chacun de mes mots. Puis, sans un autre regard, j'ai refermé la porte. Et cette fois, je ne suis pas resté à attendre qu'elle frappe à nouveau. Au fond de moi, je savais que ma décision était prise, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Je me suis éloigné de la porte, avec ce sentiment, je ne sais pas, comme si j'avais enfin gagné. Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle pourrait revenir et me manipuler pour reprendre sa place. Mais c'était fini. J'étais libre. Il n'y aurait pas de seconde chance. Ni pour elle, ni pour nous. Elle n'était plus qu'un souvenir maintenant, un souvenir que j'avais enfin remis à sa place, dans le passé. Après toutes ces années de culpabilité et de douleur, je me suis enfin senti capable de respirer à nouveau. Et tu sais quoi? Ça faisait du bien. Au moment où j'ai fermé cette porte sur elle, un étrange calme m'a envahi. Je n'étais plus en colère, ni triste, ni même choqué. C'était comme si toute l'énergie que j'avais dépensée pour elle pendant des années, tous les regrets, la culpabilité, les questionnements sans fin, tout s'était évaporé. J'avais enfin obtenu la conclusion dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Et j'étais prêt à aller de l'avant. C'était réellement fini, cette fois. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas terminées aussi proprement que je l'aurais espéré. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de sa mère. Elle s'excusait, disant qu'elle avait honte de la manière dont sa fille avait géré toute cette histoire, qu'elle avait essayé de la raisonner, mais que visiblement, ça n'avait servi à rien. Sa mère était une bonne personne. Elle m'avait beaucoup soutenu après le départ de sa fille, et je sentais qu'elle était sincèrement peinée par tout ça. Je ne lui en voulais pas. Mais je n'avais aucune envie d'être à nouveau entraîné dans ce chaos. Je lui ai juste répondu avec un merci poli pour avoir pris de mes nouvelles, et je n'ai rien ajouté. Je n'allais pas lui donner plus de détails, ni perdre du temps à expliquer ma décision. Elle en savait déjà assez pour comprendre que c'était terminé. Au cours des semaines suivantes, j'ai entendu des bribes d'informations par des amis communs et les réseaux sociaux. Apparemment, elle était retournée vivre chez ses parents, et ça ne se passait pas bien. Le type pour qui elle m'avait quitté, le père de l'enfant, n'était pas du tout impliqué. Il avait complètement disparu. J'imagine qu'il n'avait pas signé pour le long terme. Et maintenant, elle devait se débrouiller seule. Elle avait quasiment brûlé tous ses ponts, donc il ne restait pas grand monde prêt à lui tendre la main. Ses anciennes amies, celles qui étaient de mon côté quand elle avait disparu, n'avaient aucune compassion pour elle. Elles avaient toutes tourné la page, et n'avaient pas envie d'être à nouveau entraînées dans son drame. Et franchement, je ne peux pas leur en vouloir. Ses parents n'étaient pas ravis non plus. Ils n'étaient pas dans une situation financière qui leur permettait vraiment de soutenir leur fille et un bébé. Je le savais parce que peu de temps après le message de sa mère, j'ai reçu un appel de son père. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a fini par l'emporter. Il était poli, mais direct. Il m'a dit qu'ils avaient du mal à boucler les fins de mois et à laisser entendre que je pourrais peut-être aider un peu. Il a dit on sait que tu as tenu à elle à une époque,
et il a continué à parler du bébé, et de combien la situation était difficile pour eux. J'ai écouté poliment, mais lorsqu'il s'est mis à insister sur le fait que sa fille avait simplement besoin d'un petit coup de main pour se remettre sur pied, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire intérieurement. Je lui ai répondu aussi gentiment que possible que les choix de sa fille étaient les siens, et que je n'étais ni en position ni dans l'état d'esprit pour apporter une quelconque aide. Je crois qu'il a compris le message, parce qu'il n'a pas insisté davantage. Ensuite, ce sont ses amis qui ont commencé à me contacter. Des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Quelques-unes ont tenté la carte de la culpabilité, disant qu'elle traversait une période difficile, et que peut-être je pourrais trouver en moi la force de lui donner une autre chance. Une autre de ses amies a même eu l'audace de dire que l'enfant avait besoin d'une figure paternelle, et que je ne devrais pas laisser mon amertume m'empêcher de l'aider. Mais j'ai tenu bon. Je n'allais pas laisser qui que ce soit me faire culpabiliser pour avoir enfin choisi de penser à moi, après des années à me sentir insuffisant. J'avais tout donné à cette femme, et elle avait tout jeté par la fenêtre. Le minimum qu'elle aurait pu faire, c'était d'assumer ses choix, au lieu de s'attendre à ce que je vienne réparer ses erreurs. Avec le temps, les appels et les messages se sont espacés, puis ont fini par s'arrêter complètement. C'était comme si tout le monde avait enfin compris que j'étais sérieux, que j'étais passé à autre chose et que je ne comptais pas me faire aspirer à nouveau dans cette histoire. Et c'est à ce moment-là que la véritable paix s'est installée. Ma vie est redevenue calme, normale d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des années. J'avais ma routine, mes amis, mon travail. Ce n'était pas une vie spectaculaire ni luxueuse, mais c'était la mienne. Et je l'avais reconstruite selon mes propres termes. Le plus étonnant, c'est que j'ai recommencé à trouver du bonheur dans les petites choses. Des choses que je ne remarquais plus vraiment quand j'étais marié. Je sortais me promener, je cuisinais pour moi-même, je lisais enfin les livres que j'avais toujours remis à plus tard. Cette liberté avait un goût nouveau, rafraîchissant. Et j'ai compris que je n'avais besoin de la permission de personne pour vivre comme je l'entendais. Pour une fois, je n'étais plus en train de m'inquiéter en permanence du regard ou du bonheur de quelqu'un d'autre. C'était comme si je récupérais ma vie, morceau par morceau. De temps en temps, je croisais quelqu'un qui nous avait connus tous les deux, et il me demandait alors, au fait, qu'est-ce qu'elle devient? Je donnais une réponse brève, polie, puis je changeais de sujet. Ce n'était pas que je voulais cacher quoi que ce soit, mais je n'avais tout simplement pas envie de rouvrir un chapitre qui était si clairement clos. Elle faisait partie de mon passé, et j'avais enfin appris à la laisser là où elle appartenait. Quant à elle, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, ça n'allait pas fort. Elle avait du mal à garder un emploi, oscillait entre la maison de ses parents et les canapés d'amis quand elle dépassait les limites de leur hospitalité. Des connaissances, avec qui je n'ai presque plus de contact, m'envoyaient parfois des messages pour me dire qu'elle demandait de l'aide à peu près à tout le monde qui voulait bien l'écouter. Certains laissaient même entendre qu'elle espérait que je change d'avis, que peut-être je reviendrais et déciderais de jouer le rôle de père pour son enfant. Mais cela n'allait jamais arriver. J'avais mis trop de temps, trop d'énergie à reconstruire ma vie pour envisager de retourner sur ce chemin-là. Je n'allais pas être son filet de secours. Je n'allais pas être celui qui ramasse les morceaux simplement parce que les choses ne s'étaient pas déroulées comme elle l'avait prévu. Ce chapitre était clos. Et rien, absolument rien, ne me ferait revenir en arrière. Au final, j'ai l'impression d'avoir obtenu la conclusion dont j'avais besoin. Elle avait fait ses choix, et maintenant, elle en subissait les conséquences. Et moi? Moi, je me sentais enfin libre. Vraiment, sincèrement libre, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis le jour où elle était partie. J'avais cessé de laisser son ombre planer sur ma vie. J'étais passé à autre chose, et j'étais en paix. Pas heureux dans un sens grandiose ou spectaculaire, mais paisiblement, simplement heureux. Et tu sais quoi? C'était largement suffisant.